Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer baignade interdite. Alors, comme d'habitude, il est passé 22 heures. Aujourd'hui, je suis en forme. Ça se voit, je suis de bonne humeur. Je pense que c'est parce que nous allons bientôt terminer les remasters. Donc à partir de la fin de Baignade Interdite, il n'y en aura plus. Je l'ai dit mais je le répète, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Alors Baignade Interdite est effectivement celui que je pensais, c'est-à-dire l'histoire de la sirène, tout ça. Donc j'avais dit que l'histoire me bottait pas plus que ça. Mais j'avais oublié le monstre marin, là, le genre de grosse pieuvre tentacule, d'où justement le gamin, comment il s'appelle celui-là, là, Billy, est en train de se débattre, j'ai envie de dire. Bah, c'est plus un combat pas équitable parce qu'il est en train de se faire avoir, mais vous voyez ce que je veux dire. Heureusement qu'il est là parce que dans mes souvenirs il n'y avait que la sirène et ça il se passait pas grand chose, mais bon, heureusement que le monstre est là. J'espère que de votre côté, vous, cette petite histoire vous plaît, mais bon, rassurez-vous, après celle-là, comme je dis, il y en aura d'autres. Comme je dis, je suis un peu deg que c'est par cette histoire-là qu'on s'arrête pour les remasters. Ça aurait été bien si ça avait été la dernière. À l'époque, je n'avais pas bien fait mon concept jusqu'à lui, donc voilà. Donc on s'était laissé sur le fait que, rappelez-vous de l'histoire, Billy et sa sœur Sarah, leurs parents sont en vacances, enfin ils sont partis travailler, je crois, un truc comme ça, et chaque année, ils confient leurs enfants à leur oncle. Oncle, comment il s'appelle le tonton? Docteur G, voilà, c'est pareil. J'ai oublié son prénom, mais tout le monde l'appelle Docteur G. Donc Docteur G qui a eu la visite de deux personnalités d'un zoo exceptionnel et qui ont demandé au professeur de retrouver une sirène que les pêcheurs ont tous décrit de la même manière. Donc pour eux, la sirène existe. Ils ont demandé à Docteur G contre 1 million de dollars pour retrouver cette sirène. Billy, qui est écouté aux portes, a tout entendu, bien évidemment, donc il fait partie de la confidence, mais pas Sarah. Et du coup, le gamin se sent poussé des ailes et se dit qu'il va aller la trouver lui-même tout seul. Je dois admettre que bon, c'est un sale gosse, mais il a des boules. Hein. Il a des grosses balls parce que aller de nuit dans l'océan, ça laisse tomber. Déjà, aller de jour dans l'océan, ça laisse tomber. Mais aller de nuit, seul, dans l'océan, que tu vois pas ce qu'il y a en dessous, alors que tu sais que techniquement il y a un monstre marin qui t'a déjà chopé une fois, un gros respect à lui. Donc là, malheureusement, il s'est fait choper. Hein. Je vais retrouver la page où on en était. Voilà, donc il se faisait choper par le monstre, les tentacules allaient vers lui, et l'un d'eux remonta jusqu'à son cou et commença à l'étrangler. On s'était laissé là. Bon, espérons que ce n'est pas encore des algues, parce que cette histoire va vite me courir sur le pompon. Hein, parce que déjà que j'ai peur qu'il n'y ait que la sirène. Installez-vous confortablement, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Je ne... je ne peux plus respirer. J'essayais de me libérer du bras visqueux qui me serrait la gorge. Au secours, à l'aide. J'ouvris les yeux et je vis le plafond. J'étais dans mon lit, dans ma propre cabine. Le drap, entortillé autour de moi, m'étouffait presque. J'inspirais profondément en attendant que les battements de mon cœur s'apaisent. Un rêve. J'avais tout simplement rêvé. Je me redressai et jetai un coup d'œil par le hublot. Le soleil se levait tout juste. Le ciel gardait encore les lueurs rouges de l'aube. Là-bas, derrière le récif, j'aperçus le lagon. Calme. Parfaitement calme. Pas l'ombre d'un monstre marin en vue. Toujours choqué par mon cauchemar, j'essuyai mon front trempé de sueur. Aucune raison d'avoir peur, me dis-je. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Je secouai la tête dans l'espoir d'oublier ce maudit monstre. Pas question de laisser cette sale bête me terroriser, ni m'empêcher de chercher la sirène. Est-ce que quelqu'un était déjà levé? Avais-je crié dans mon sommeil? J'écoutais attentivement. Je n'entendais que les craquements du bateau et le clapotis des vagues contre la coque. La beauté du soleil levant me rendit ma bonne humeur. La mer, encore sombre, semblait m'inviter à plonger. J'enfilai mon maillot et sortis de la cabine en faisant le moins de bruit possible. Je ne voulais pas qu'on m'entende. La coquerie était déserte, mais il restait du café chaud dans la cafetière électrique. Docteur G était déjà debout. D'ailleurs, je l'entendais aller et venir dans le grand labo. Je filai dans la coursive sous la pointe des pieds, l'oreille aux aguets. Je pris mon tuba, mes palmes et mon masque, puis je montai sous le pont. Personne. La voie était libre. Sans un bruit, je descendis l'échelle.
Je me laissai glisser dans l'eau et, mon tuba bien enfoncé dans la bouche, je nageais en direction du lagon. Je savais que c'était fou de s'esquiver de cette façon, mais j'en avais tellement envie. C'était si excitant. Même dans mes rêves les plus extravagants, ceux qui ont pour héros William Grave Jr., le célèbre explorateur sous-marin, je n'avais jamais osé imaginer que je verrais un jour une véritable sirène. Pendant que je nageais vers le lagon, j'essayais de me figurer à quoi elle pouvait ressembler. Selon M. Walter, elle avait l'aspect d'une fillette aux longs cheveux blonds, avec une queue de poisson verte. Mi-humaine, mi-poisson. Je tentais de me représenter mes propres jambes remplacées par une queue de poisson. Je serais le nageur le plus rapide de tous les temps avec cette nageoire caudale. Pas besoin de m'entraîner pour gagner les Jeux Olympiques. Était-elle jolie, cette sirène? Quelle langue parlait-elle? Pourrait-elle me révéler tous les secrets des fonds marins? Comment faisait-elle pour respirer sous l'eau? Et comment pensait-elle? À la façon d'un humain? Ou d'un poisson? Des milliers de questions tourbillonnaient dans ma tête, et je me disais que j'allais vivre la plus grande aventure de ma vie. Une fois célèbre, j'écrirai un livre pour raconter mes expéditions sous-marines. Je l'appellerai Grave le Brave, par William Grave Jr. Je sortis la tête de l'eau et constatai que j'approchais du récif. Attention de ne pas le toucher. Pas question de renouveler l'expérience du corail à feu. Je battais des pieds avec prudence. La barre des récifs était presque dépassée quand soudain je sentis un frôlement sur ma jambe. Je poussai un cri et je bus la tasse. Une grande rasade d'eau salée. Pendant que je crachais et toussais tant et plus, quelque chose s'enroula autour de ma cheville et me griffa. Cette fois, j'en étais sûr. Il ne s'agissait pas d'algues, parce que les algues, elles, n'ont pas de griffes. M'efforçant de vaincre la panique qui m'envahissait, je me mis à gigoter dans tous les sens. Je balançais des coups de pied à droite et à gauche aussi énergiques que possible. « Arrête! Arrête de me frapper !» hurla une voix. La sirène? Mais non, c'était Sarah. Je la vis apparaître à la surface. Elle ôta son masque et son tuba. « Dis donc, quelle mauviette !» lança-t-elle. « Inutile de piquer ta crise. »« Mais qu'est-ce que tu fabriques ici ?»« Et toi ?» répondit-elle aussi sec. « Tu sais bien que Dr G nous interdit de venir là. Dans ce cas, tu ne devrais pas y être non plus. J'ai senti que tu mijotais quelque chose, alors je t'ai suivi, expliqua Sarah en remettant son masque. Je ne mijote rien du tout, dis-je le plus innocemment possible. Je fais simplement de la plongée. Mais oui, c'est ça. Tu fais de la plongée à 6 heures du matin, dans un endroit qui nous est interdit. Et où, entre parenthèses, tu t'es brûlé le pied hier matin. Alors soit tu mijotes quelque chose, soit tu es complètement cinglé, dit-elle en ricanant. Sarah me regarda du coin de l'œil, attendant ma réponse. Quel dilemme! Soit je mijotais quelque chose, soit j'étais complètement cinglé. Qu'est-ce qui était préférable? Si j'optais pour la première solution, il me faudrait lui parler de la sirène. Or, c'était impossible. D'accord, dis-je en haussant les épaules. Admettons que je sois cinglé. Grande nouvelle, ironisa-t-elle. Allez, viens, retournons au bateau. Dr G va s'inquiéter. Par devant, je te rejoins dans 5 minutes. Écoute, Billy, Dr G risque d'être vraiment furieux. Il est sans doute déjà en train de mettre le canot à la mer pour nous rechercher. J'étais sur le point de céder et de rentrer avec elle, mais j'aperçus à ce moment-là, de l'autre côté du récif, une gerbe d'eau. La sirène! C'est forcément elle, me dis-je. Si je n'y vais pas maintenant, je ne la retrouverai peut-être plus. Je tournai le dos à Sarah, et nageant à toute vitesse, je fonçai droit sur le récif. J'entendis ma sœur brailler. « Billy! Reviens! Billy !» J'eus l'impression qu'il y avait de la panique dans sa voix, mais je n'en tins pas compte. « Billy !» brailla-t-elle de plus belle. « Billy !» Je continuai à nager. Rien ne pouvait m'arrêter. Pourtant, étant donné ce qui m'attendait, j'aurais vraiment mieux fait de l'écouter. Nageant à toute allure, je relevai la tête afin de choisir le meilleur endroit pour traverser la barre des récifs. J'aperçus une nouvelle gerbe d'eau, à l'autre bout du lagon, près de la rive. « C'est forcément la sirène, me dis-je, tout excité. Je scrutai la surface de la mer à sa recherche. Je crus voir quelque chose qui ressemblait à un aileron.
Je franchis la barrière de corail et pénétrai dans les flots calmes et profonds du lagon. Je regardai attentivement sous l'eau, cherchant désespérément la sirène. Mon masque devenait de plus en plus embué. Saleté de masque! Il choisissait bien son moment pour me lâcher. Je refis surface pour l'ôter. J'espérais bien que cet incident technique ne me ferait pas perdre la trace de ma découverte. Je m'essuyai les yeux et, attachant la courroie du masque autour de mon poignet, j'examinai de nouveau le lagon. C'est alors que je l'aperçus, à quelques centaines de mètres. Ce n'était pas la queue verte d'une sirène. L'aileron que j'avais vu était un triangle dressé, bien droit, qui fendait les eaux. C'était l'aileron gris-blanc d'un requin-marteau. Pétrifié d'horreur, je vis l'aileron virer de bord et se diriger vers moi, avançant aussi sûrement et aussi rapidement qu'une torpille. Où était donc passée Sarah? Se trouvait-elle encore derrière moi? Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je la vis crawler en direction du bateau, loin déjà. Mes pensées furent à nouveau interrompues par l'aileron gris qui se rapprochait dangereusement. Je me mis à crawler moi aussi, espérant échapper au requin. Lorsqu'il passa devant moi, je cessai tout mouvement. Allait-il s'en aller? Me laisserait-il en paix? Oui, on aurait dit qu'il s'éloignait. Mon cœur battait la chamade. Je décidai de nager vers le récif. Un coup d'œil furtif en arrière me permit de voir que le requin se dirigeait de nouveau vers moi. Un cri de terreur m'échappa lorsque je compris qu'il allait me piéger. Jamais je n'aurai le temps de prendre le raccourci. Il ne me reste plus qu'une solution, grimper sur le récif. Là je serai peut-être à l'abri, me dis-je. L'énorme aileron gris se rapprochait et devenait de plus en plus menaçant. Je poursuivis ma course en direction du récif. Il fallait coûte que coûte maintenir une distance entre le requin et moi. L'écart qui nous séparait se réduisait inexorablement. J'étais fait comme un rat, mais je n'avais pas l'intention d'abandonner la partie. Faire la planche en attendant de servir de petit déjeuner au squale? Jamais. Je devais continuer. Je n'étais plus très loin du récif, même si le requin s'en approchait lui aussi. J'avais le souffle de plus en plus court et n'arrivais pas à garder les idées claires. J'avais peur. 2 mots résonnaient dans ma tête. Le requin. Le requin. Impossible de penser à autre chose. Le requin. Le requin. Les yeux agrandis d'horreur, je regardais le monstrueux animal. Il était si proche maintenant que je pouvais le voir très nettement. Il était immense, au moins 3 mètres de long, avec une énorme tête hideuse qui se terminait en forme de marteau, pourvue d'un œil de chaque côté. J'entendis résonner ma propre voix. Non, non. Quelque chose de froid frôla ma jambe. Le requin, le requin. J'avais la nausée. Je rejetai la tête en arrière et poussai un hurlement de terreur. Ah! Une douleur intense me parcourut le dos. Le requin venait de me donner un coup de museau marteau. Un coup si violent que j'avais été projeté hors de l'eau avant de retomber brutalement avec un grand splash. J'étais mort, de peur. Le requin avait faim. Il en voulait à ma peau. Il se mit à tournoyer autour de moi, puis me fonça dessus. Il avait la gueule grande ouverte. Je pouvais distinguer des rangées et des rangées de dents acérées comme des poignards. Non, hurlai-je, fou de panique. Ses dents se refermèrent sur le vide, manquant ma jambe de quelques centimètres seulement. Le récif. Il fallait gagner le récif. C'était ma dernière chance. Tenace, le requin piqua à nouveau, droit sur moi. Je réussis à l'éviter une fois de plus. Enfin j'y étais. Je m'agrippais au corail rouge, le corail à feu. Ma main me brûlait, mais ça m'était bien égal. La surface du récif pointait hors de l'eau, et j'essayais de monter dessus. En vain. Tout mon corps était en feu. Au prix d'un dernier effort, je réussis à me hisser sur le rocher, mais la douleur fut trop violente. Je retombai immédiatement dans l'eau. Soudain, je sentis un choc violent contre une de mes palmes. Je voulus la dégager. Impossible. Les mâchoires du requin s'étaient refermées sur elle. Des hurlements de terreur résonnèrent dans ma tête. Le requin! Le requin! Il m'avait eu. Le requin avait gagné. Je n'avais plus la force de me battre. C'est à ce moment précis qu'une gerbe d'eau s'éleva à quelques mètres de là.
Surpris, il lâcha ma palme et piqua droit sur la gerbe. Mais avant que j'aie le temps de reprendre mon souffle, je le vis revenir à la charge. Les mâchoires du squale étaient prêtes pour la mise à mort. Je fermai les yeux et hurlai. Une seconde s'écoula, puis une autre. Il ne se passa rien. J'ouvris enfin les yeux. Quelque chose s'était interposé entre le requin et moi, à quelques mètres de là. J'écarquillai les yeux. De l'écume flottait sur les eaux tourbillonnantes. Une longue queue de poisson verte et brillante surgit brusquement et frappa l'eau en retombant. Le requin s'écarta, puis attaqua de nouveau. La queue verte lui flanqua un énorme coup sur la tête. Impossible ensuite de distinguer ce qui se passait. Des vagues se formaient, couvertes de crêtes blanches. On aurait dit qu'une tempête faisait rage. Malgré le bruit des vagues provoquées par le combat, j'entendis une série de petits cris suraigus. Le requin refit surface. Ses mâchoires ouvertes se refermèrent brutalement, 2 ou 3 fois, toujours sur du vide. La longue queue verte émergea de nouveau et le frappa en plein sur le marteau qui lui servait de museau. Le squale s'enfonça dans l'eau, puis le remous cessèrent d'agiter les flots. Quelques secondes plus tard, le grand aileron gris réapparut à plusieurs mètres de moi et s'éloigna à toute allure. Le requin battait en retraite. Je contemplais la queue du poisson inconnu qui se cambrait au-dessus de l'eau sombre. Tandis que la mer redevenait calme, j'entendis une étrange mélodie. C'était splendide, mais un peu triste. On aurait dit un chant de baleine. Mais ce poisson était infiniment plus petit qu'une baleine. C'est alors que mon mystérieux sauveteur sortit la tête de l'eau. La sirène! Tout en gigotant dans l'eau pour me maintenir à la surface, je l'examinais, oubliant les brûlures des coraux. C'était bien elle. À ma grande surprise, elle correspondait exactement au portrait qu'en avaient fait les employés du zoo. Elle était blonde, sa tête et ses épaules étaient plus menues que les miennes. Sa queue était étincelante, verte, longue et puissante. Ses grands yeux verts pétillaient de malice. Elle avait une peau rose pâle, très pâle. Je la regardais fixement, incapable de prononcer un seul mot. Elle existait vraiment, et elle était si belle. Je finis par retrouver l'usage de la parole. Tu m'as sauvé la vie. Timidement, elle baissa les yeux et ses lèvres couleur de coquillage nacré émirent une sorte de roucoulement. Essayait-elle de me dire quelque chose? Que puis-je faire pour toi en échange? Comment te remercier? Elle sourit et de nouveau j'entendis ce son étrange, mélancolique. Elle s'efforçait de communiquer avec moi, si seulement je pouvais la comprendre. Elle saisit ma main pour l'examiner, fronçant les sourcils devant les marques rouges laissées par le corail à feu. Sa main était fraîche. Elle la passa sur ma paume blessée et la douleur s'apaisa immédiatement. « Ça alors !» m'exclamai-je. J'avais sans doute l'air idiot, mais je ne voyais pas ce que je pouvais dire d'autre. Elle possédait des pouvoirs magiques. Pendant qu'elle me tenait la main, je flottais dans l'eau sans avoir à remuer, exactement comme elle. Est-ce que c'était encore un rêve? Je fermai les yeux, puis les ouvris à nouveau. J'étais bien dans l'eau, en train de contempler une sirène aux cheveux blonds. Non, ce n'était pas un rêve. Elle sourit en hochant la tête, et la petite mélodie assourdie retentit une nouvelle fois. J'avais du mal à croire qu'à peine quelques minutes plus tôt, je menais un combat désespéré contre un requin affamé. Je levai les yeux pour regarder autour de nous. Le requin avait disparu. La mer s'était calmée et brillait maintenant comme un lac d'or sous le soleil matinal. Et moi, je nageais avec une vraie sirène. Je me disais que Sarah refuserait de me croire, même si je passais 1000 ans à le lui raconter. Brusquement, la sirène agita sa queue et disparut sous l'eau. Elle n'avait pas laissé la moindre trace, pas une ride à la surface, pas le plus petit tourbillon. Où était-elle passée? Pourquoi disparaître ainsi? Est-ce que je la reverrais? J'essayai de la chercher, mais rien à faire. Aucune piste. Quelques poissons passèrent devant moi. Elle avait disparu d'une façon tellement inattendue que je commençais à me demander si je n'avais pas rêvé cette rencontre. Soudain, quelque chose me pinça le pied. Je reculai en criant, craignant le retour du requin. La panique me reprit. J'entendis alors un battement sur l'eau, suivi d'un sifflement qui ressemblait à un fou rire.
Je me retournai. La sirène me souriait d'un air espiègle. Elle ferma les doigts comme pour pincer. « C'était toi? Tu es pire que ma petite sœur, m'exclamai-je, soulagé. Elle siffla plus fort et battit l'eau avec sa queue. Tout à coup, une ombre assombrit son visage. Je levai la tête pour voir ce qui se passait. Trop tard. Un lourd filet de pêche nous emprisonna. J'essayai de gigoter pour nous libérer, mais cela ne servit qu'à nous immobiliser davantage. Le filet se resserra. Il s'élevait à présent hors de l'eau. La sirène avait les yeux agrandis d'effroi. Elle poussait de petits cris de terreur. Le filet montait de plus en plus, nous plaquant l'un contre l'autre. Les lamentations de la sirène effrayée retentirent comme un cri d'alarme, couvrant mes propres appels au secours. « Billy, c'est incroyable !» À travers les mailles du filet, je reconnus Dr G et Sarah. Ils s'efforçaient de nous hisser à bord du canot avec lequel ils nous avaient retrouvés. Sarah nous regarda, la sirène et moi, muettes d'étonnement. Dr G, bouche bée, n'en revenait pas non plus. « Tu l'as trouvé, Billy !» s'écria-t-il. « Tu as trouvé la sirène tout seul. Sors-moi de ce filet, Dr G. » Tout d'un coup, bizarrement, je n'étais plus aussi fier d'avoir aidé à la capturer. « Les gens du zoo avaient raison, » reconnut mon oncle en souriant. « C'est incroyable, absolument incroyable, un moment historique. » Avec un bruit sourd, nous tombâmes au fond du canot. La sirène continuait à se tortiller dans le filet en émettant de petits cris aigus remplis de colère. Dr G l'observait sans mot dire. Il posa sa main sur les écailles vertes de la queue qui s'agitaient dans tous les sens. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-il. « Allez-vous me sortir de ce filet, oui ou non ?» La corde me blessait la peau. Ils ne s'occupèrent pas de moi. Sarah tendit la main et caressa timidement les écailles vertes de la sirène à travers les mailles du filet. « Ça alors !» s'écria-t-elle. « Ça existe vraiment !»« Bien sûr qu'elle existe, andouille. Et maintenant relâchez-nous, tout de suite !» Je criai si fort que le docteur G intervint. « Du calme, les enfants. On va plutôt retourner au bateau installer notre précieuse découverte. » Il mit le moteur en marche et le canot se dirigea vers la Cassandra. Alexander nous attendait sur le pont. « C'est une vraie ?» s'exclama-t-il, ébahi. « Une véritable sirène ?» Sarah attacha le canot le long du bateau pendant que Dr G et Alexander hissaient le filet à bord. Dr G m'aida à sortir de cette prison de cordes. La sirène, qui donnait de furieux coups de queue, ne réussit qu'à s'entortiller davantage. Alexander me serra cérémonieusement la main. « Je suis fier de toi, Billy, dit-il. Comment as-tu fait ? C'est stupéfiant. Te rends-tu compte que c'est la découverte du siècle, et peut-être même de tous les temps ? Là-dessus, il me lança une vigoureuse tape dans le dos. Alors, je rectifiai. Merci, mais je n'ai rien fait. C'est elle qui m'a trouvé, et non l'inverse. La sirène se débattait de toutes ses forces sur le pont. Ses cris devenaient plus aigus. Elle semblait paniquer. Alexander parut, tout à coup, moins gai. « Il faut faire quelque chose pour elle, déclara-t-il. « Laisse-la partir, Dr G, elle a besoin de retourner dans l'eau, le suppliai-je. « Je vais remplir le grand caisson d'eau de mer, décida Alexander, en s'éloignant rapidement. « Nous ne pouvons pas la laisser partir, Billy, me dit Dr G. Nous devons d'abord l'étudier. » Les yeux de mon oncle brillaient d'excitation, mais il se rendait bien compte de mon inquiétude. « N'aie crainte, nous ne lui ferons aucun mal, elle sera très bien traitée. » Il regarda soudain mes brûlures et, fronçant les sourcils, s'agenouilla pour les examiner. « Tu es tout rouge, Billy. Tu as mal ?» demanda-t-il. « Non, moi je vais très bien. On ne peut pas en dire autant de la sirène. » Il ignora ma remarque. « Comment est-ce arrivé ?» reprit-il. « Un requin m'a attaqué. Juste au moment où il allait me dévorer, la sirène est intervenue. Elle m'a sauvé. Tu aurais dû la voir se battre avec cette sale bête. » Dr G regarda la sirène comme s'il la voyait pour la première fois. « Ben dis donc, » s'écria Sarah, « elle s'est battue avec un requin, et elle l'a chassé toute seule ?» La longue queue verte de la sirène frappa rageusement le pont de la Cassandra. Le cri était de plus en plus perçant. « Ne t'occupe pas de moi, Dr G, libère-la plutôt. » Dr G se remit debout en hochant la tête. « Billy, dit-il, je suis un scientifique.
Cette sirène représente une découverte d'une importance exceptionnelle. Si je la laissais partir, c'est toute la communauté scientifique que je trahirais. Le monde entier me le reprocherait. Dis plutôt que tu veux encaisser le $1 million. Je savais que c'était cruel, mais je ne pouvais pas me taire. Je ne supportais pas de voir la sirène aussi malheureuse. Dr G semblait blessé. « Tu es injuste, Billy, murmura-t-il. Je croyais que tu me connaissais mieux que ça. » J'évitai son regard. Baissant la tête, je fis semblant d'examiner mes brûlures. Elles commençaient à disparaître. « Je ne veux que l'argent nécessaire à la poursuite de mes travaux, reprit Dr G. Jamais je n'utiliserai cette découverte pour m'enrichir personnellement. » Je le crus sur parole. Je savais bien que mon oncle se moquait de l'argent. Son seul désir, c'était d'en avoir suffisamment pour continuer à étudier ces chers poissons. « Billy, essaie de comprendre. Tu as trouvé une sirène, une créature qui n'existait jusqu'à présent que dans les légendes. Il est inconcevable de la laisser partir. Il faut que nous puissions l'étudier d'abord, dit-il, vibrant d'enthousiasme. Je ne répondis pas. Elle ne souffrira pas, Billy, je te le jure. À ce moment, Alexander nous rejoignit. L'aquarium du pont est prêt, annonça-t-il. Dr G se dirigea avec lui vers le caisson à l'autre bout du bateau. Je regardais Sarah du coin de l'œil. J'avais envie de savoir dans quel camp elle se rangeait. Préférait-elle qu'on garde la sirène ou qu'on lui rende sa liberté? Ma sœur ne disait rien. Elle semblait tendue. J'avais l'impression qu'elle était partagée. Pourtant, j'avais la certitude que c'était moi qui avais raison. La sirène avait cessé de se débattre et de donner des coups de queue. Elle gisait sous le pont, immobile, entortillée dans le filet. Elle respirait fort et contemplait la mer avec une immense tristesse. Pourquoi avais-je eu l'idée de la capturer? La seule chose qui m'importait désormais, c'était de l'aider à s'échapper. Dr G et Alexander revinrent. Ils soulevèrent la sirène dans son filet, l'un la prit par la queue et l'autre par les épaules. « N'aie pas peur, petite sirène, murmura Dr G d'un ton apaisant. Ne bouge pas. La sirène eut l'air de comprendre. Elle se laissa faire, mais elle lançait des regards effrayés et gémissait sourdement. Dr G et Alexander la transportèrent jusqu'au caisson aquarium. Ils firent doucement glisser la sirène dans la cage de verre, retirant le filet tandis qu'elle s'enfonçait dans l'eau. Ensuite, ils posèrent un couvercle grillagé sur l'aquarium, dont ils poussèrent soigneusement les targettes. La sirène battit l'eau de sa queue. Soudain, elle cessa de s'agiter. Elle resta quelques instants immobile, puis son corps tomba lourdement au fond du caisson. Elle ne remuait plus. Elle ne respirait plus. Un hurlement de désespoir m'échappa. « Non, elle est morte, elle est morte. Nous l'avons tuée. » Sarah s'était plantée de l'autre côté du réservoir de verre. Soudain, elle m'appela. « Billy, viens voir. » Je la rejoignis en 4e vitesse. « La sirène n'est pas morte, Billy. Regarde, on dirait qu'elle pleure. » Ma sœur avait raison. La sirène s'était laissée glisser au fond du caisson et cachait son visage derrière ses mains. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Personne ne répondit. « Il faut trouver un moyen de la nourrir, » déclara mon oncle en se frottant pensivement le menton. « Elle mange comme nous ou comme un poisson ?»« Si seulement elle pouvait nous le dire, » lança Alexander. « Mais elle ne parle pas. N'est-ce pas, Billy ? » Il me semble, elle émet des sons, c'est tout. Des sifflements, des claquements de langue, et elle chante une sorte de mélodie. « Je descends au labo préparer le matériel, » annonça Alexander. « On pourra peut-être découvrir quelque chose sur elle grâce au sonar et à l'écran de contrôle. »« Bonne idée, » admit Dr G. Alexander s'éloigna en toute hâte. « Je vais faire des courses à Santa Anita. C'est la plus proche des îles habitées, » déclara Dr G. « J'achèterai plusieurs sortes d'aliments. Nous verrons bien si quelque chose lui convient. Vous avez une commande particulière à passer, les enfants ? » « Prends du beurre de cacahuète, » chuchota rapidement Sarah. C'est la seule façon d'échapper au sandwich raté d'Alexander. Dr G acquiesça tout en s'installant dans le canot. « Va pour le beurre de cacahuète. Rien d'autre, Billy ?» Je fis non de la tête. « Bon, je serai de retour dans 1 heure ou 2, » conclut mon oncle. Il mit le moteur en marche et le canot s'éloigna en direction de Santa Anita. « Quelle chaleur !» s'exclama Sarah. « Je descends me rafraîchir un peu dans ma cabine. »
Comme tu voudras, lui dis-je en regardant la sirène. C'était vrai qu'il faisait une chaleur torride sur le pont. Pas un souffle de vent. Le soleil de midi, d'un blanc aveuglant, me cuisait le visage. Mais je n'avais aucune envie d'aller dans ma cabine. Pas question de m'éloigner de la sirène. Elle évoluait derrière la vitre, remuant à peine sa longue queue. En me voyant approcher, elle pressa ses mains et son visage contre la paroi et poussa un gémissement de tristesse. Je lui fis signe. Elle gémit, puis reprit sa mélodie sur un ton plus bas, comme pour essayer de me parler. J'écoutais, espérant la comprendre. « Tu as faim ?» Elle me regarda d'un air absent. Je répétais ma question en me frottant le ventre. « Tu as faim ? Regarde-moi. Pour dire oui, tu secoues la tête de haut en bas. Et pour dire non, c'est de gauche à droite. » Elle fit oui de la tête. « Oui, tu as faim, c'est bien ça ?» Elle fit signe que non. « Non ? Tu n'as pas faim ?» Elle fit signe que oui. Et elle fit signe que non. Elle se contentait de m'imiter. En fait, elle ne comprenait rien. Je reculai d'un pas et l'étudiai soigneusement. Je constatai qu'elle était jeune, environ mon âge. Elle devait donc avoir faim. Et, si ça se trouvait, elle aimait la même nourriture que moi. En tout cas, ça valait la peine d'essayer. On verrait bien. Je me précipitai dans la coquerie. J'ouvris un placard et attrapai un paquet de biscuits au chocolat. Bon, d'accord, c'était très éloigné des fruits de mer, mais ne pas aimer les biscuits au chocolat. J'en pris une poignée et remis le paquet à sa place. En remontant sur le pont, je croisai Alexander qui transportait divers appareils. « Tu te prépares un petit casse-croûte, Billy ?»« Non, c'est pour la sirène. Tu crois qu'elle va aimer ça ?» Il haussa les épaules. « Comment savoir ?» Et il me suivit sous le pont, chargé de ses appareils. « Que vas-tu faire avec tout ça, Alexander ?»« M'en servir pour tester la sirène. On apprendra peut-être quelque chose. Mais donne-lui d'abord à manger. » Je mis un biscuit contre la paroi de verre. La sirène le regarda. Je suis sûr qu'elle se demandait ce que c'était. Je me frottais le ventre. Miam, miam, délicieux. La sirène m'imita et se frotta le ventre à son tour. Ses yeux bleu-vert me dévisageaient sans comprendre. Alexander poussa la targette du couvercle grillagé. Je lui donnai le biscuit et il le fit glisser dans le caisson. La sirène le suivit des yeux pendant qu'il tournoyait dans l'eau. Elle ne fit pas un geste pour le saisir. Lorsque le biscuit toucha le fond, il était en miettes. « Burk, dis-je, même moi je n'en voudrais pas. »« Espérons que Dr G lui rapportera quelque chose qu'elle aime, » murmura Alexander en commençant à installer ses appareils. Il plaça un thermomètre et plusieurs longs tubes de plastique blanc dans l'aquarium. Puis, il secoua la tête, excédé. « Bon sang, j'ai oublié mon calepin. » Et il retourna au labo en courant. Pendant ce temps, je regardais la sirène nager tristement dans sa prison de verre. Elle me faisait penser aux poissons du labo. Pourtant c'est une sirène, pas un poisson, me dis-je. Elle ne mérite pas d'être traitée comme ça. Je la revis se battre contre le requin. Il aurait pu la blesser, la tuer. Mais elle l'avait affronté quand même, uniquement pour m'aider. La sirène poussa un gémissement. Je me sentais coupable, épouvantablement mal à l'aise. J'étais sûr qu'elle me demandait de l'aider. Je collai mon visage contre la vitre pour être aussi près d'elle que possible. Il fallait absolument que je l'aide à mon tour. Je mis un doigt sur mes lèvres. « Chut, ne fais pas de bruit, je n'ai pas beaucoup de temps, lui dis-je. Je savais que Dr G serait fou furieux. Il ne me le pardonnerait probablement jamais, mais ça m'était égal. J'allais faire ce que je croyais être juste. J'allais libérer la sirène. Mes mains tremblaient pendant que, dressé sur la pointe des pieds, je tentais d'ouvrir le loquet qui retenait le grillage. L'aquarium était bien plus haut que moi. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre pour en faire sortir la sirène, mais je devais au moins essayer. Tandis que je m'efforçais de l'atteindre, la sirène se mit à crier. « Chut, pas de bruit !» À ce moment-là, une main se referma brutalement sur mon bras. « Tu fais quoi au juste ?» m'interrogea une voix grave. Je tournai la tête. Alexander était derrière moi. « Qu'allais-tu faire, Billy ?»« J'allais la libérer. On ne peut pas la laisser là-dedans, Alexander.
regarde comme elle est malheureuse. » Nous contemplâmes tous deux la sirène qui s'était de nouveau recroquevillée au fond du caisson. J'eus l'impression qu'elle avait compris que je voulais l'aider et qu'on m'en avait empêché. Alexander avait l'air triste lui aussi. J'étais certain qu'il la plaignait, mais il devait faire son travail. Il se tourna vers moi et posa son bras sur mon épaule. « Essaie de comprendre ce que la sirène représente pour ton oncle, Billy. Toute sa vie, il a espéré faire une découverte de cette importance. Tu lui briserais le cœur en la laissant s'enfuir. » Il m'entraîna lentement sur le pont, loin de la cage de verre. Je me tortillais pour ne pas quitter la sirène des yeux. « Et son cœur à elle, tu y as pensé, Alexander? Si tu crois que ça ne lui brise pas le cœur de se retrouver dans ce bassin à poissons ?» Alexander soupira. « Ce n'est pas idéal, je suis bien d'accord, mais c'est provisoire. Elle aura bientôt un grand espace pour nager et pour jouer. »« Tu parles, me dis-je amèrement, dans un zoo, devant des milliers de visiteurs. » Alexander ôta son bras de mon épaule et se gratta le crâne. « Écoute, Billy, ton oncle est la bonté même. Il fera tout son possible pour que la sirène ne manque de rien. Mais, en tant que scientifique, c'est son devoir de l'étudier. Les informations qu'il recueillera permettront de mieux connaître les fonds des mers, et aussi de les préserver. C'est important, non ? » ?»« Oui, sans doute. Je savais bien qu'Alexander avait raison. J'adore mon oncle, et je n'avais pas envie de gâcher sa carrière, mais je trouvais injuste de faire souffrir la sirène au nom de la science. Il m'entraîna vers le labo. « Allez, viens, Billy. J'avais promis de te montrer comment fonctionne le sonar, tu te souviens ? C'est le moment ou jamais. » Avant de quitter le pont, je lançai un dernier regard à la sirène. Elle gisait au fond du bassin, seule et malheureuse. Elle avait baissé la tête, et sa chevelure blonde flottait comme des algues éparses. Le sonar ne me sembla pas aussi intéressant que je l'avais espéré. Sa seule fonction consistait à émettre un signal sonore lorsque la Cassandra risquait de s'échouer en approchant trop près d'une côte. Je crois qu'Alexander se rendait compte que je me moquais de cet appareil comme de ma première chemise. « Et si on mangeait un morceau ?» proposa-t-il. « Bonne idée, je mourrais de faim, mais pas question d'avaler des sandwichs bourrés de piment. » Je décidai de faire preuve de diplomatie. « Tu sais, Alexander, j'ai pris un énorme petit déjeuner et je nous ai concocté un menu spécial, annonça-t-il. Et nous pique-niquerons sur le pont, avec la sirène. Viens. » Comment refuser ? Je le suivis dans la coquerie. Il ouvrit le petit réfrigérateur et en sortit un saladier. « Ça marine depuis ce matin, » précisa-t-il. Je jetai un coup d'œil. Le saladier était rempli de minces lanières blanches, d'aspect caoutchouteux qui baignaient dans un liquide gris foncé, plutôt huileux. Quel que soit ce plat mystérieux, je savais déjà qu'il me serait impossible d'en avaler une bouchée. « C'est du calmar, » précisa fièrement Alexander. « J'ai ajouté l'encre à la marinade pour donner du goût. » C'est ce qui explique la couleur grisâtre. J'avais déjà la nausée. « dis-je en faisant la grimace. « Il y a bien une semaine que je n'ai pas bu d'encre de calmar. »« Épargne-moi tes plaisanteries, tu vas adorer. » Il me tendit le saladier. « Monte-le sous le pont, je m'occupe du pain et du thé glacé. »« Comment ça va, petite sirène ?» dis-je en posant mon déjeuner près de la cage. Elle remua un peu la queue. Ensuite, elle ouvrit la bouche, puis la referma, comme pour mâcher. « Mais dis donc, on dirait que tu as faim toi aussi. » Elle continuait de mastiquer. J'examinais le saladier de calamar. « Pourquoi pas ? Si ça se trouve, elle adore ça. » Je me mis sur la pointe des pieds, soulevai le grillage et balançai une lanière de calmar mariné façon Alexander dans le caisson. La sirène bondit et l'attrapa avec sa bouche. Elle mâcha, puis avala en souriant. Elle aimait le calmar mariné. Je lui en donnai encore. « Tu aimes ça ?» lui demandai-je en faisant oui de la tête. Elle me regarda, sourit et fit oui à son tour. Elle me comprenait. Alexander arriva sous le pont portant des tasses et du pain. « Qu'est-ce que tu fabriques, Billy ?»« Alexander, regarde, je communique avec la sirène. » Je lançai une autre lanière de calmar dans l'eau. La sirène la mangea, puis hocha la tête. « Ça veut dire qu'elle aime ça, tu comprends ?»« Stupéfiant, » murmura Alexander.
Il posa les assiettes, sortit son calepin et se mit à griffonner, tandis que je jubilais. C'est pas formidable, ça? Au fond, je suis moi aussi un scientifique. Qu'en dis-tu, Alexander? Il acquiesça en continuant à prendre des notes. Si elle reste avec nous suffisamment longtemps, tu pourras peut-être lui apprendre le langage des signes. Tu imagines tout ce que nous allons découvrir? Donc, elle aime le calmar. Mais, attends une minute, c'est notre déjeuner qu'elle est en train d'engloutir? Aïe aïe aïe, j'espérais qu'il n'était pas vexé. Alexander me regarda. Il regarda ensuite le saladier, puis la sirène, et il éclata de rire. Voilà au moins quelqu'un qui apprécie ma cuisine, dit-il. 1 heure plus tard, Dr G revint avec des provisions. Fort heureusement, il avait acheté un tas de fruits de mer à Santa Anita. C'est très intéressant, déclara mon oncle en vérifiant les cadrans des appareils qu'Alexander avait installés dans le caisson. Elle envoie des ondes sonores dans l'eau, exactement comme les baleines. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Demanda Sarah. Ça veut dire qu'il existe probablement d'autres sirènes, expliqua Dr G, et que notre sirène essaye sans doute d'entrer en communication avec elle. Pauvre petite sirène, pensai-je. Elle appelle ses amis au secours, dans l'espoir qu'elle vienne la délivrer. Après le dîner, je regagnai ma cabine et contemplai la mer par le hublot. Un vaste tapis de lumière dorée scintillait sur les vagues. Une légère brise entrait par le hublot ouvert. Je regardais le soleil basculer derrière la ligne d'horizon. Quelques minutes plus tard, le ciel s'obscurcit comme si on venait d'éteindre une lampe. La sirène était juste au-dessus de ma cabine, toujours dans le caisson. Elle devait avoir terriblement peur dans sa cage de verre, seule dans la nuit. La porte de ma cabine s'ouvrit brusquement. Sarah entra, hors d'haleine, les yeux agrandis d'excitation. « Sarah, combien de fois faudra-t-il te répéter de frapper avant d'entrer » grondai-je sévèrement. Mais cela ne l'impressionna pas. « Billy, Billy, elle s'est enfuie. La sirène s'est enfuie, hurla-t-elle. Je sautai du lit, le cœur battant. Elle n'est plus là, hurla Sarah. Elle n'est plus dans son aquarium. Je me précipitai dans la coursive et grimpai sur le pont 4x4. Quelque chose en moi espérait que la sirène avait réussi à se libérer. Mais en même temps, je souhaitais qu'elle reste avec nous pour toujours, faisant de mon oncle le scientifique le plus célèbre du monde et de moi son plus célèbre neveu. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Sur le pont, mes yeux s'accoutumèrent rapidement à l'obscurité. Je me mis à courir si vite que je manquais de passer par-dessus bord. Sarah me suivait tant bien que mal. Mais qu'est-ce que... Mais... La sirène nageait lentement dans sa cage de verre, et sa queue verte luisait faiblement, reflétant les petites lumières du bateau. Il me fallut quelques secondes pour me rendre compte que Sarah se tordait de rire. « Je t'ai eu, Billy. Ce coup-ci, je t'ai vraiment eu. » Je poussai un grognement féroce. Sarah, ses blagues idiotes. J'étais vert de rage. « Bien joué, Sarah, dis-je. Très drôle. » Ma sœur était ravie. « Tu es vexée comme un pou, ma parole, » s'exclama-t-elle. « Faut dire que tu croirais n'importe quoi. » La sirène me regarda et un léger sourire étira ses lèvres pâles. « Loro, Loro » roucoula-t-elle à mon intention. Elle espérait sans doute que j'allais la délivrer, et je devrais peut-être le faire. D'ailleurs, Sarah pouvait m'aider, à nous deux ce serait plus facile. Mais allait-elle accepter? « Écoute, Sarah. » À ce moment, des pas résonnèrent sur le pont. « Dis donc, les enfants. » C'était Dr G. « Il est l'heure d'aller au lit, si vous descendiez gentiment dans vos cabines. »« On se couche toujours bien plus tard à la maison, » bougonna Sarah. « Possible, mais je ne pense pas que vous vous leviez aussitôt. Vrai ou faux ?» Sarah ne répondit pas. Nous regardions tous trois la sirène en silence. Elle donna un léger coup de queue et descendit s'installer au fond du caisson. « Ne vous en faites pas pour elle, » murmura Dr G. « Je repasserai dans la nuit m'assurer qu'elle va bien. » La sirène pressa ses petites mains contre la paroi de verre. Elle nous implorait du regard, nous suppliait de lui rendre sa liberté. « Elle se sentira mieux dès qu'elle sera au zoo marin, » affirma mon oncle. « Ils vont construire un lagon artificiel spécialement pour elle, avec une barrière de récifs, des coraux et tout ce qu'il faut. Ce sera exactement comme le lagon d'Ilandra. Elle pourra nager et jouer à sa guise.
Elle finira par se sentir chez elle, vous verrez. » J'aurais aimé être sûr que Dr G ne se trompait pas. Un léger roulis berçait la Cassandra, mais je n'arrivais pas à m'endormir. Étendu sur ma couchette, je contemplais le plafond. Un pâle rayon de lune entrait par le hublot. Je pensais sans arrêt à la sirène. J'essayais d'imaginer ce qu'on pouvait ressentir après avoir passé une journée entière dans une prison de verre. Peut-être est-ce la même chose que d'être enfermé dans une minuscule cabine, me dis-je en examinant ceux qui m'entouraient. Mais non, c'est certainement bien plus affreux. J'avais déboutonné ma veste de pyjama et ouvert le hublot pour laisser entrer un peu d'air. Qu'elle se retrouve dans le caisson n'était certainement pas le plus atroce de l'histoire. Je savais que Dr G éprouvait de l'affection pour la sirène et qu'il ne lui ferait aucun mal. Mais que lui arriverait-il quand les employés du zoo viendraient la chercher? Qui s'occuperait d'elle? Bon, d'accord, ils allaient lui construire un vrai faux lagon, mais elle saurait bien que ce n'était pas la mer, et il y aurait des milliers de visiteurs qui l'épieraient du matin au soir. Ils s'attendraient sans doute à la voir exécuter des tours ou des numéros de cirque. Traverser une série de cerceaux comme les phoques dressés, par exemple. On se servirait d'elle dans les pubs de la télé. J'en étais sûr. Et dans les films, elle serait prisonnière et seule, pour le reste de sa vie. C'était ma faute. Comment pouvais-je accepter ça? Il fallait que j'intervienne. Impossible de les laisser l'emmener. Tout à coup, j'eus l'impression d'avoir entendu un bruit, un son grave et étouffé. Je restai immobile en tendant l'oreille. Tout d'abord, je crus que c'était la sirène, mais je me rendis bientôt compte qu'il s'agissait d'un bruit de moteur, un moteur qui crachotait dans le lointain, et qui, peu à peu, se rapprochait. Je me redressai et regardai par le hublot. Un grand bateau s'était arrêté le long de la Cassandra. Qui pouvait bien nous rendre visite à cette heure-là? Les employés du zoo? Mais non, ils avaient une vedette, et là, c'était un vrai bateau. De mon hublot, écarquillant les yeux, je vis deux silhouettes sombres monter silencieusement à bord de la Cassandra. Mon cœur se mit à battre à toute vitesse. Qui étaient donc ces visiteurs? Que venaient-ils faire à une heure pareille? Et moi, que devais-je faire? Monter sur le pont pour les espionner? Mais si jamais ils me repéraient? J'entendis ensuite une série de sons étranges, un bruit sourd, suivi d'un cri de douleur étouffé. Cela venait d'en haut, du pont. Le pont, là où se trouvait la sirène, emprisonnée dans sa cage de verre, sans défense. La panique m'envahit. Ils allaient faire du mal à la sirène.